Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié au remake de films et de séries. Nous revoilà en équipe avec Cynthia, Salut! Hugo Hello! et Elise. Salut! Et dans cet épisode, on va parler des Nerfs à vif, ou Cape Fear en VO, puisqu'une adaptation en série TV vient de voir le jour sur Apple TV. Et on va surtout s'intéresser au film de 1962 et à son remake en 1991 par Martin Scorsese. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, on tient à s'excuser de la qualité sonore de cet épisode. Il a été enregistré en pleine canicule, donc avec une clim active en arrière-plan. On a fait ce qu'on a pu en post-prod, mais ça n'est pas tout à fait optimal, on en est désolé. Alors, Les Nerfs à vif, c'est quoi? À la base, c'est un roman d'un auteur américain, John D. MacDonald, intitulé The Executioners, publié en 1957. Pour situer les choses, Cynthia, est-ce que tu peux nous raconter le pitch du film dès maintenant, s'il te plaît? Aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, Max Cady, fraîchement sorti de prison, retrouve la trace de Sam Bowden, un avocat qui avait témoigné contre lui dans une affaire d'agression sexuelle quelques années auparavant. Il le tient responsable de son incarcération et va vouloir se venger. Mais au lieu de s'attaquer frontalement à lui, il va plutôt s'infiltrer de manière pernicieuse dans la vie de famille des Bowden et instaurer la terreur dans le foyer, mais jusqu'à quel point? Donc voilà, en 62, une première adaptation du roman voit le jour, poussée par l'acteur Gregory Peck, qui propose le réalisateur Jack Lee Thompson, avec qui il avait déjà travaillé sur 4 films, dont le plus connu c'est Les Canons de Navarone. Mais c'est clairement avec Cape Fear qu'il est à son meilleur. Pour la petite anecdote, le film à sa sortie sera censuré en Angleterre. Il mettra des années avant de ressortir dans une version passablement expurgée de certaines scènes. Ah ouais. Le film aussi a été tourné quand même au moment du code Hays. Oui. On avait déjà évoqué ça dans notre podcast. Oui, on en avait parlé dans le Hitchcock. En 1991, c'est Robert De Niro qui voue une obsession au rôle de Max Cady et qui veut absolument refaire le film. Il est de mèche avec un réalisateur très connu. Est-ce que vous avez une petite idée de qui devait faire le film à la base? Moi je sais, donc je ne vais pas répondre. Steven Spielberg? Oui, c'est Spielberg. Ah oui. C'est marrant parce que Spielberg, c'était quoi? C'était juste avant Jurassic Park? Donc effectivement, c'est Spielberg qui doit le réaliser au départ, mais en fait, il est trop pris sur la préparation de la liste de Schindler. Ah! Enfin, Jurassic Park, c'est un petit peu après, je crois. Ouais, 93. Ah, moi j'ai pas lu ça. À la base c'était Scorsese qui devait faire la liste de Schindler et Spielberg devait faire Cape Fear. Scorsese il arrivait pas à bosser sur la liste de Schindler, c'était pas trop son délire. Donc ils étaient ok pour échanger. Spielberg a demandé à Scorsese qu'à la fin du film il épargne la famille Bowden. Ah ouais, c'est marrant, j'avais pas cette anecdote. Donc effectivement, en tout cas, Spielberg préfère produire le film seulement et il jette leur dévolu sur Scorsese. Mais Scorsese, il est en train de travailler sur Les Affranchis et il refuse plusieurs fois, il déteste le scénario. Il le trouve beaucoup trop manichéen. À force de tentatives, il va finir par accepter, mais à condition d'avoir carte blanche pour réécrire le scénario. Ce qu'il va faire avec un scénariste qui s'appelle Wesley Street pour essayer principalement d'éviter donc le manichéisme du film original et rajouter beaucoup plus d'ambiguïté à l'histoire et aux personnages. Donc effectivement, ça se recoupe peut-être avec ce que tu disais, Cynthia, que Spielberg a demandé de laisser tranquille la famille Bowden. À la fin, voilà, c'est ça. Bonjour, conseiller. Vous vous souvenez de moi? Baltimore, il y a 8 ans, 4 mois et 13 jours, voyons. Cady, Max Cady. Bien. Ça me ferait de la peine que vous m'ayez oublié. Comme voulez-vous. Vous ne m'avez pas remis tout de suite, hein? Oui, je dois avoir changé. Vous n'avez pas changé d'un poil. Et savez-vous, maître, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vous retrouver tel que vous étiez quand je vous ai vu pour la dernière fois. Parfait, regardez-moi. Et ensuite? Il n'y a pas d'ensuite. Je voulais seulement vous prévenir, vous donner une idée du topo. Si je comprends votre histoire, vous me rendez responsable de ce que vous avez fait. Conseiller, vous n'êtes pas dans la course, hein? Toutes mes amitiés, la famille, conseiller. Et on se reverra. Alors déjà, je voudrais qu'on parle un petit peu des personnages, parce qu'il y a pas mal à dire dessus. Avant d'évoquer Max Cady, je pense qu'il faut s'attarder un petit peu sur le cas de Sam Bowden, qui est joué en 62 par Gregory Peck et en 91 par Nick Nolte. On a là deux figures assez paternalistes, en apparence des bons pères de famille, intégrés à la société moderne et plutôt intègres puisqu'avocats, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Avec Gregory Peck, le personnage a témoigné du jugement de Max Cady. Chez Nick Nolte, il a été l'avocat de Max Cady. On va y venir un petit peu après, mais il a fait une réelle faute professionnelle puisqu'il a planqué un document. Qui aurait servi à... Voilà, le document aurait pu servir à l'innocenter et malheureusement Cady a été condamné en prison. On a un personnage qui est beaucoup plus ambigu moralement puisqu'il a déjà fait une faute judiciaire et que donc il se retrouve un peu empêtré dans ce bordel-là par sa propre faute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler justement du personnage de Gregory Peck un peu? Il est plus irréprochable ce personnage comparé à son remake. T'as le côté vraiment justice de l'époque, tu ne la questionnes pas.
T'as la figure paternelle en plus qui ajoute le côté droit du personnage. Il est plus appréciable comparé à son remake où le personnage est complètement faussé par la justice, où il a commis des erreurs, il n'est pas droit dans sa famille, où tu te questionnes sur son couple avec la secrétaire. Tu vois qu'il y a des fissures à ce personnage qu'il n'y a pas forcément dans l'original. C'est vrai que dans l'original, le mec, c'est vraiment un parangon de la loi. Je sais pas, je trouve même qu'il a un petit air à James Stewart dans It's a Wonderful Life, tu vois, le Ouais. père vraiment intègre, pas de soucis, sa femme qui est bien propre, sa fille qui est comme une petite scout girl. Tout est bien dans sa vie, il respecte toutes les lois. Tu vois comment il est admiré au tribunal. Et en plus, tu vois que la cause de l'interrogation de Caddy par rapport à lui, justement, c'est d'avoir été honnête. Donc le mec n'a rien à se reprocher, c'est vraiment l'américain parfait, entre parenthèses, par rapport à Nick Nolte. Où là, c'est là où tu as l'ambiguïté du personnage, c'est que directement, en fait, tu vois que c'est pas vraiment le père de famille intègre. Les fissures dans le couple qui vont être de plus en plus présentes, c'est aussi parce qu'il a trompé sa femme dans le passé. Exactement, ouais. En plus de ça, comme tu dis, il était témoin de Caddy dans le passé, et c'est pour ça que Caddy va l'antagoniser, parce qu'il a trafiqué des trucs, encore par intégrité, mais tu vois, il a quand même fauté. Oui, tu peux te poser la question quand même, te dire, bon, moralement, est-ce qu'il a pas bien fait de le faire? Mais en vrai, par rapport à son métier, non, techniquement, Oui, il a pas à le exactement, faire. c'est ça. C'est une erreur de professionnel, en fait. Tu dois défendre ton complètement, client c'est et une tu vraie dois pas erreur. cacher des choses, etc. ouais. Dans cette affaire, j'ai eu un rapport sur la victime et... C'était un viol. C'est ça, oui, c'était un viol accompagné d'actes de violence. Bref, j'ai lu ce rapport sur la victime et il montrait que c'était pas une oie blanche. Et... j'ai planqué ça. Quelqu'un d'autre est au courant? Non, non, je l'ai bien enterré. Mais si t'avais vu ce qu'il avait fait à cette fille... Tu as enterré le rapport. Je parie que s'il s'était agi de ta fille, à toi... Tu as enterré le Mais rapport. t'aurais fait la même chose, non? Gregory Peck, c'est un personnage très civilisé. Très intellectuel. C'est ça. Tu te mets vite de son côté. Et du coup, il n'est pas ambigu. Je trouve que Gregory Peck incarne très bien cette espèce de stature morale. Oui, ça lui va très bien. On peut aussi considérer que le personnage est un peu lisse face à Nick Nolte. Il est chiant. Mais par contre, du coup, ce qui ressort, c'est qu'on va vraiment avoir un espèce de combat entre le bien et le mal. Oui. Alors que chez Scorsese, il y a clairement un conflit moral derrière. Donc, on n'est plus trop dans juste le bien contre le mal. Ce qui va tomber sur Nick Nolte, c'est un châtiment. Il va être puni pour ce qu'il a fait. Par rapport à Gregory Peck, Nick Nolte, il est très pleutre en fait. Il a peur de toujours aller à l'action, il veut toujours se cacher, aussi bien dans sa famille que par rapport à Caddy. Quand à un moment il a épuisé toutes ses capacités un peu juridiques et que son détective privé lui propose d'embaucher des mecs pour aller péter la gueule à Caddy, quand Caddy arrive à affronter les mecs et à les mettre à terre, bah lui il se cache tout péteux dans un coin, il sait pas comment réagir. Il est constamment en sueur pendant tout le film, il cache toutes ses décisions à chaque fois auprès des gens. C'est vraiment un personnage qui n'arrive pas à échapper à ses responsabilités, qui se trouve toujours à les déformer. Tout au long du film, on montre que dès le début, il maîtrise pas forcément tout dans sa vie, mais plus ça va, moins il maîtrise les choses. À un moment, il y a sa fille qui, du coup, pourrait être victime de Caddy, et il lui demande est-ce que Caddy t'a touché? Et elle rigole un peu, et en fait, il perd totalement son sang-froid, il la chope par la mâchoire, il lui hurle dessus, et en fait, on sent qu'il ne contrôle plus rien, quoi, et que là, on est très très loin de la figure très proprette, très patriarcale de Gregory Peck dans l'original, où justement, lui, il perd jamais vraiment trop le contrôle, ni son sang-froid. Il perd jamais le contrôle, même au sein de son cocon familial, alors qu'en fait, tout se détruit dans le remake. Ouais, exactement. Alors, parlons de la star de l'histoire, Max Cady, qui est quand même un putain de personnage assez cinglé. Ah ouais, incroyable. Pour jouer un tel personnage, fallait bien quand même deux monstres de cinéma. Robert Mitchum d'un côté, bon moi c'est un acteur que j'adore, qui est assez extraordinaire. Il a joué dans quoi avant? La nuit du chasseur. C'est un chef-d'œuvre de cinéma à voir, hein. C'est très très bien. On le voit chez Scorsese aussi, puisque Scorsese a la bonne idée de reprendre une partie du casting à contre-pied. Mais... Ouais, non, c'est trop bien qu'il ait pris. Je l'ai reconnu qu'à la voix en fait. Donc effectivement, Robert Mitchum, son Max Cady, on distingue quand même assez rapidement que c'est quand même un fou dangereux, à la fois sadique et intelligent. Du coup, il est plutôt une espèce de force de la nature. Vous savez, les scènes comme ça où il se retrouve lors d'un interrogatoire, on lui demande de se déshabiller, il se met torse nu, il bombe le torse comme un chef. Je trouve ça à la fois terrifiant et hilarant. Oui, c'est vrai. Il y a presque, avec tout ce côté un peu sueur et tout ça, il y a un côté Marlon Brando d'un Tramway nommé Désir, tu vois. Bah, il y a une ambiguïté sexuelle, on va dire, hein, qui est quand même abordée, qui est plus prude,
effectivement dans l'original. Ouais. Il est moins tatoué Il aussi. n'y a pas de tatouage. Alors, il est moins tatoué, ouais, mais il est filmé de manière charnelle. On filme son corps, on filme son regard, presque sa respiration, je dirais, à des moments. Un côté animal. Très sauvage, quoi. La bête, quoi. Ouais, voilà, il a ce côté prédateur qui peut te bondir dessus. C'est ça que j'adore, ouais. Surtout avec ce visage de Mitchum qui est Oui, assez ouais, impassible, c'est vrai. en fait. Bah, en plus, il parle pas beaucoup, quoi. Il est menaçant rien que dans son regard, quoi. Ouais, Ouais, il lui suffit de pas grand-chose. Après, on en parlera dans la mise en scène, mais le film le met en scène comme ça de manière intelligente. Enfin, la scène où il agresse la jeune femme dans la chambre, on voit assez peu de choses finalement, et pourtant il suffit de son regard en contre-plongée depuis le lit pour voir que il va faire des horreurs. Ah ouais, terrifiant. Bon, bah, en face, De Niro, hein, qu'on aime pour plein de raisons, mais qui s'est aussi fortement cabotiné. Et alors là, on est quand même au summum, je pense. Du grand guignol, n'est-ce pas? Ah ouais, ouais. ah mais grave, je suis désolé, mais des fois on dirait Jim Carrey dans Mais oui. Cable Guy, quoi. Ah, il était très théâtral. Moi, je trouve que ça s'accorde extrêmement bien avec tout le film. En fait, tout le film est en sur-régime. Ah oui. C'est complètement théâtral, et De Niro pousse les potards au maximum, mais pas de la même manière que Mitchum. Lui, mais De Niro, je l'ai jamais vu comme ça. Déjà avec son accent, mais ultra fort du sud-américain. Bon, après, il est un peu plus stable au début, dans les 3/4 du film, mais le final, mais c'est l'envolée lyrique, le truc. Il pète un câble. Ah oui. Je trouve que dès le départ, c'est quand même ça, parce qu'on le voit quand il est au contact de la famille Boden dans le cinéma, avec son cigare, en train de faire plein de rires. Oui. Ah oui. On dirait Cruella d'enfer à moitié. Il a tout un côté vraiment très, très fou dès le départ. Oui, et t'as pas envie de le déranger dans le cinéma. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Mais du coup, je trouve qu'il fait quand même moins crédible, parce que autant Mitchum, ça fait aussi un peu le type qu'on peut croiser dans un vieux PMU, quoi. Ah, clairement, ouais. Alors que un De Niro, bon, avec tous ses tatouages comme ça, et puis il en fait tellement des caisses que pas, en fait. Après, ça n'empêche pas qu'il reste terrifiant. Il a côté prophétie, tu sais, avec ses tatouages et tout, il est là pour t'assommer à la fin. Oui, c'est ça. Mais ça fait presque personnage de film d'horreur. Enfin, il fait personnage, quoi. Complètement, la manière dont il est présenté au tout début dans la prison, où on le voit en train de faire du sport, enfin voilà, on voit tous ses tatouages, et puis finalement il se rhabille tout doucement, il descend, il sort de la prison. Oui, puis en plus t'as le ciel qui devient noir à ce moment-là, enfin c'est... Donc tu sens toute la catastrophe qui va s'abattre sur les autres personnages du film. Avec la musique, ouais. Et donc effectivement, on a un De Niro pour lequel la dimension prédatrice est poussée au maximum. Je trouve qu'il est presque vampirique, je pense d'ailleurs à la scène où il est au téléphone avec Nancy, où la caméra se retourne pour le filmer à l'envers, comme s'il était presque une chauve-souris avec ses cheveux. Il est complètement monstrueux, le sur-régime est total, mais en même temps ça sert le propos du salopard sans limite, quoi. Oui, exactement. C'est con parce que je trouve que Mitchum dans le premier, encore son personnage a une espèce d'ambiguïté sur est-ce que la justice l'a pas trahi, est-ce que il a vraiment commis le crime. Oui, je sais pas, c'est vrai, t'as raison. Il y a un côté limite de l'américain qui cherche à faire valoir son premier ou deuxième amendement, tu vois, par rapport à une justice qui lui aurait fait défaut. Surtout qu'il admet jamais, en fait. Bah c'est ça. Pour lui, il a été victime d'une erreur, et c'est à cause du mec qui est le témoin, et en fait sans le témoin, rien ne se passe. Et tout du long du film, il reste très procédurier, même jusqu'à une scène où il va potentiellement violer la femme de Boden, ouais. À dire que non, tu vas le faire de façon consentante. Il se met jamais dans le délit. Ouais. Il cherche toujours à jouer ça pour aller contre la figure morale et judiciaire que représente Boden. Oui. Alors que dans le remake, il joue un peu sur cette ambiguïté judiciaire, mais dès que Nick Nolte a dit qu'en fait, il a tweaké un peu la justice parce qu'il a fait des trucs dégueulasses, dès ce moment-là, tu sais que le mec, c'est une enflure finie, que c'est un violeur, que c'est un tueur. Ouais. D'ailleurs, il conteste pas d'avoir été jugé coupable, là, il conteste juste la sévérité de la peine. Non, on va pas se cacher, c'est De Niro qui a fait... Il l'a écrit, le film. Bah, avec un personnage qui vampirise autant l'histoire que le film lui-même, il a forcément participé à l'écriture aussi un peu sur le tournage. Ah, il s'est fait plaisir. On connaît en plus la relation un peu symbiotique de Niro et Scorsese. Quand il y en a un qui propose, l'autre dispose un peu, enfin voilà. Ouais. Mais c'est trop marrant parce que, alors que dans le premier, je trouve que Cady, il fait très oiseau de proie, qui survole un peu, qui regarde toujours et qui calcule toutes ses approches et ses angles d'attaque. Ouais, il est intelligent. Alors que là, il est totalement psychopathique, quoi. Enfin, dans le remake. Mais vraiment au point d'en faire des palabres religieuses, théâtrales. Philosophiques. Mais au point qu'il y ait ce final qui révèle un visage complètement mutilé et complètement monstrueux, qui est justement à l'opposé de son masque un peu civilisé dans le reste du film, quoi. Mais et tu vois, et c'est la présence de Mitchum et la présence de De Niro pour cette scène avec la fille, où dans l'original, je la trouve presque beaucoup plus flippante avec la pauvre fille qui est toute seule et lui qui la course dans toutes les rues. Ouais. C'est It Follows, quoi. Elle peut pas y échapper. Bah, ça montre vraiment que c'est la pauvre petite proie et que t'es obligé d'être indigné, en fait. Bah, c'est ça. C'est viscéral. Tout le monde a envie de protéger cette petite fille, effectivement, et on se dit, c'est vraiment une grosse saloperie, ce mec. Ouais.
Mais et surtout que rien ne l'empêche de faire ce qu'il fait en fait, parce que personne va l'aider, cette pauvre petite fille, jusqu'à ce qu'elle se prenne une voiture, hein. Ah oui. Et dans le remake, t'as toute cette scène dans la pièce de théâtre qui est spéciale quand même. Parce que Ouais. Oui. elle est spéciale à cause du personnage de la fille et de l'ambiguïté très sexualisée, de la séduction que fait De Niro, qui met en avant un côté vraiment orchestral du personnage, où en fait il va essayer de s'assimiler dans la famille en séduisant la fille, en lui donnant presque confiance, à un point que dans tout le film, t'as presque l'impression que la fille va trahir le reste de sa famille pour permettre à Caddy de faire ce qu'il veut faire, quoi. Il y a aussi un truc, déjà c'est elle qui introduit et clôture le film avec sa propre perception. On démarre et on termine sur ses yeux. Et en fait, c'est aussi un personnage qui se prend de plein fouet le désordre du couple de ses parents. Oui, oui, oui. Et à plusieurs reprises, elle les entend s'engueuler, elle va se cacher Ouais, dans elle sa se chambre, cache, elle ouais. appelle ses potes. Elle en souffre, quoi. Et je trouve que c'est à la limite l'intelligence d'en avoir fait un personnage plus dans l'adolescence que dans l'original, Oui. parce que du coup, elle est dans ses tourments adolescents, elle a les hormones qui travaillent, elle est dans un devenir femme, et en fait, elle est complètement perturbée par ça, au moment où Caddy comprend exactement ce truc-là, et vient jouer sur une ambiguïté sexuelle pas possible. Écoute, je crois que je me suis trouvé une amie ce soir. Une compagne pour la longue route vers la connaissance. Je peux te prendre dans mes bras un petit instant? T'es gêné, hein? Non, ça me gêne pas. Bon. Alors, cette scène qui, dans le théâtre, qui avait été apparemment en grande partie improvisée, Oui, j'ai vu ça aussi, ouais. et c'est aussi dérangeant que fascinant. Mais ça, je trouve ça super en fait d'avoir joué là-dessus parce que le personnage est ambigu, mais en fait, ça montre que c'est pas parce qu'elle essaye de le séduire ou parce qu'elle est un peu dans une sorte de rébellion contre ses parents que ça en fait une connasse qui mérite d'être violée. En fait, c'est juste que c'est une ado Bien sûr. qui cherche à séduire parce qu'elle est entre l'enfance et le fait d'être femme, et donc elle sait pas trop comment se situer. Ça lui fait plaisir qu'on s'intéresse à elle, ça lui fait plaisir de voir qu'elle peut plaire, et en même temps, quand ça devient un peu concret, quand De Niro commence à mettre le doigt dans sa bouche à elle, elle sait pas du tout comment réagir. Elle ne réagit pas en fait, elle est un peu figée, parce que je pense que ça va beaucoup trop loin pour elle, mais qu'elle se sent aussi un peu en danger. Quelque part, elle se rend compte que là, c'est elle qui est venue et qui a joué ce jeu, et je pense qu'elle sait plus du tout quoi faire. C'est vrai qu'elle prend sa défense, parce que quand il lui dit non, c'est pas moi qui ai tué ton chien, bah elle le croit, et en fait, par rébellion contre ses parents, elle veut prendre la défense de Caddy et aller dans son sens, et sans se rendre compte du tout du danger qu'il représente, quoi. Ah oui. Il y a un moment où elle pense qu'elle a une connexion avec lui, parce que du coup il parle d'un livre justement dans cette fameuse salle de théâtre. Oui. Et quand Max Caddy vient sur leur propriété, qui planque le livre sous un pot de fleurs près de la porte, quoi, donc qui montre quand même que le mec il arrive à pénétrer chez eux et que la menace est vraiment là, elle, plutôt que d'avoir peur ou de prévenir ses parents, elle est super contente. Elle se dit ah super, il a pensé à moi, comme un émoi d'adolescente en fait. Et moi j'ai trouvé ça top, et je trouve que c'est le meilleur changement qu'il y a eu dans le film en fait, parce que effectivement dans l'original il y a rien à dire sur Nancy, quoi. Il y a la scène du yacht club où Mitchum se pointe et fait un commentaire sur elle en disant elle est aussi jolie que sa mère, ce qui fout Bowden dans un état de colère pas possible. Gros dégueulasse là. Qui est super angoissante. Et c'est un personnage de petite fille terrorisée. C'est encore la sacro-sainte famille américaine qui explose sous Caddy. Bon bah du coup, est-ce qu'on peut dire quelques mots peut-être sur la femme de Sam Bowden, Peggy, en 62, qui est incarnée par l'actrice Polly Bergen, qui est plutôt une femme au foyer typique des années 60. Et en 91, elle est jouée par Jessica Lange, qui est un personnage, peut-être même une actrice beaucoup plus intéressante, d'autant plus que ici elle est donc tout à fait consciente des contradictions de son mariage, et puis c'est un personnage qui est pas épanoui sexuellement, qui suspecte son mari d'être adultère. Donc elle est quand même plus dans l'action, elle participe un petit peu plus à la confrontation avec Caddy. Bah pour revenir sur la femme au foyer, elle est très passive, presque invisible. Elle prend pas de décision, elle a pas spécialement d'histoire. Il y a un truc qu'elle fait, je t'interromps, excuse-moi, quand Sam Bowden, pris de colère parce que sa fille a potentiellement été agressée, prend une arme parce qu'il veut se faire justice soi-même, elle est dans la retenue, elle essaye de le calmer, de lui dire non, tu peux pas faire ça, tu peux pas prendre les armes. Elle va appeler la police pour les prévenir. Bon, entre-temps, Sam Bowden va se calmer, mais elle a encore ce rôle de gardien moral aussi, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, parce que j'allais dire que justement, elle est vachement plus dans le drame, et que ça montrait à quel point le personnage de Gregory Peck arrivait à gérer en fait, et à pas trop se laisser submerger par ses émotions. Ah oui, bah tout à fait. Du coup, tu viens de me prouver l'inverse, parce que dans ce cas-là précis, en tout cas, elle arrive à le contenir. Mais je pense que c'est une des seules fois, puisque la plupart du temps, il a pas tant ce besoin-là en fait. En fait, ils opèrent en un bloc, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu elle, en fait, le catalyseur de la panique, quoi. Allô? Allô? C'est bien Madame Bowden? Je sais que c'est vous, je voulais seulement entendre votre voix ce soir. Depuis 8 ans, je rêve d'une poupée qui aurait une voix comme ça. Sam!
la ferme. C'est elle qui est appelée, elle est totalement paniquée, et elle passe le téléphone à son mari, alors que au final, Cady, il va voir donc le personnage de Jessica Lange qui s'appelle Lee, je crois, et quand il va la voir dans sa voiture, elle a pas spécialement peur en fait. Elle a de la poigne quoi, elle va pas se laisser démonter par lui, elle lui dit ah c'est donc toi Max Cady. Elle lui tient un peu tête, on sent quand même qu'il y a une énorme différence de force de caractère entre les deux femmes je trouve. Je rejoins là-dessus, c'est par rapport aussi à l'époque, comment la femme est représentée, enfin en tout cas dans le côté structure familiale. Oui. Bon là je déborde sur la mise en scène, mais il y a ce truc notamment je crois dans la scène de sexe entre Sam et Lee, où à un moment la caméra saisit son visage en négatif. On a une scène de sexe de couple, et en fait le négatif c'est que elle est pas heureuse, elle ne prend pas de plaisir, donc d'ailleurs juste après ça, elle va aller se regarder dans la glace, se maquiller un petit peu, retrouver une autre féminité qu'elle trouve pas avec son mari, jusqu'à ce qu'elle entende les feux d'artifice et qu'elle voit De Niro camper sur la balustrade, les pattes écartées, le plan est extraordinaire je trouve, j'adore ce passage-là. Mais est-ce que c'est une façon de dire gros sous-entendu sexuel, de genre lui pourrait lui apporter l'orgasme et les feux d'artifice de sa vie sexuelle J'y avais pas pensé, ça fait sens. Pour moi c'est un moment où c'est un appel à l'orgasme, elle est frustrée dans son mariage, et en fait en face il y a un personnage qui est au contraire très sexualisé, qui incarne un interdit, et bah oui il y a ce truc un peu lunaire où d'un coup littéralement elle va le voir, voilà, les feux d'artifice. Bon, je vois pas comment l'interpréter différemment, mais après je suis ouvert. Ouais, non, bien sûr. Je trouve qu'elle est un peu frustrée et elle passe à côté un peu de sa vie parce que c'est une artiste, mais bon, elle perce pas. Sa fille est grande, elle a plus vraiment besoin d'elle. Donc en fait, elle est hyper proche de son chien, puisqu'en fait, on se dit qu'il y a que son chien qui a besoin d'elle et avec qui il y a une relation vraiment un peu de dépendance. Et finalement, c'est De Niro qui va tuer son chien, et là, elle est complètement effondrée parce que je pense que c'était un peu le dernier truc qui la maintenait dans sa vie bien. L'arrivée de Cady va faire en sorte que ça va tout bouleverser, et peut-être qu'elle, elle en sortira gagnante, mine de rien. Enfin, c'est un peu dur de dire ça, mais il y a un truc, je trouve, sur la culpabilité du personnage de Sam Bowden, qui en fait va emmener toute sa famille dans son péril. Oui, c'est vrai. Lui, il est coupable d'avoir fait des choses qui ne sont pas correctes moralement, et on parlait tout à l'heure de sa lâcheté, et ben les conséquences, c'est qu'il entraîne aussi sa famille là-dedans. Sa fille adolescente qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui est elle en plein émoi, et va se retrouver très perturbée par tout ça, et il entraîne sa femme qui délaisse, et qui va quand même être obligée de tirer jusqu'au bout de l'histoire et de la violence de tout ça. Je trouve que c'est quand même un joli personnage en fait, enfin joli, je sais pas si c'est le bon mot, mais en intéressant tout cas, quoi. Qui renverse bien le côté finalement très classique, très traditionnel de l'original. Est-ce qu'on n'aborderait pas un petit peu plus précisément l'histoire, ce qu'elle raconte et de quelle manière elle le raconte? Dans l'original, on a cette famille qui est typique, très droite, parfaite, dans laquelle le mal va s'insérer. Dans le remake, on a vraiment cette famille qu'on croit parfaite, elle ne l'est pas, et elle va générer son propre monstre à l'intérieur. Totalement. Voilà, moi c'est la lecture que j'ai de l'histoire, ce qui fait que, en tout cas, Scorsese, il transforme ça en une espèce de fable morale, pas si éloignée de ses thématiques de prédilection. Il y a ce côté le Southern Gothic, qui est un style de cinéma américain qui part justement du sud des États-Unis, où tu as toujours un peu ce côté de presque violence domestique ou violence humaine qui revient souvent. Et là, il y a ce côté de famille américaine, très proche des idéaux américains, très proche de la loi américaine, qui au final se rend compte que la loi américaine va lui faire plus défaut et va aussi servir justement à ce criminel. Et il y a ce côté où on va dire, en fait, je reste américain, donc je vais sortir mon gun et je vais le descendre pour défendre ma famille, quoi. Enfin, il y a ce côté œil pour œil, dent pour dent, quoi. Donc, il va essayer d'invoquer la légitime défense. Et le final de ce film fait très justement confrontation entre deux forces morales qui ont chacun leur moralité, hein, mais sur laquelle un peu la défense personnelle de l'homme, de sa famille, va prévaloir, qui fait un peu écho aussi dans le remake. Et au lieu que ça finisse comme dans le premier sur un duel entre deux hommes, chaque membre de la famille a son action à jouer en fait pour affronter ce démon qui va venir dans leur quotidien. Oui, une équipe quoi, ils doivent former une équipe et ressouder la famille pour vaincre l'élément extérieur. C'est ça. Et en sachant que là où le père de famille dans le premier film, même s'il se fait assommer, il revient et c'est lui qui sauve la famille, bah je reviens sur le côté un peu pleutre du personnage dans le remake, où il va pas réussir à utiliser son flingue, où il va se faire mettre KO. T'as au moins 10-15 minutes de De Niro qui va torturer sa famille avant qu'il y arrive. T'as vraiment ce côté en fait où chacun a son rôle à jouer, que ce soit la fille, la femme et lui, et qu'en fait ils peuvent pas l'affronter séparément. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les deux films, c'est le fait qu'il y a une petite critique de toute la justice. Et en fait, le personnage dit qu'en gros, il veut faire attention parce que Max pourrait attaquer sa fille.
et il a super peur parce qu'au procès, il sait très bien que ça veut dire que Max Cady va nier et que c'est leur fille qui va devoir témoigner, faire des examens médicaux, etc., que ça va être horrible et il veut pas que ça arrive. Et je me dis c'est fou parce que à peu près 65 ans plus tard, ça a pas beaucoup changé quoi. C'est les mêmes problèmes. Voilà, on traite toujours les victimes pareil, les agresseurs pareil, et donc je trouve ça assez cool de critiquer la loi déjà à cette période en tout cas. Et surtout de la part d'un homme de loi aussi droit. Et en fait, c'est parce que effectivement, c'est la justice et la loi qui vont le laisser tomber, que c'est là qu'il va finalement vaciller et agir par la violence, mais toujours en état de légitime défense. Et c'est pour ça qu'à la fin, ça m'a un peu saoulé quand même que dans l'original, même si ça s'entend, il décide de ne pas tuer Cady parce qu'il a confiance en la justice. Donc bon, là il y a un peu de soucis. Je peux comprendre le côté qu'il pense que Cady va bien plus mal vivre le fait d'être enfermé que de mourir. Et il le dit d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est sa torture à lui. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il faut vachement faire confiance à la justice pour ça, parce qu'il pourrait y avoir n'importe quoi, un vice de procédure ou je ne sais quoi, qui ferait qu'il pourrait très bien être libéré. Après, il a tué une personne, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il est un peu plus confiant à le laisser à la justice. Oui, il a tué un flic. Oui, c'est vrai. Et surtout, ce qui est marrant, ce que tu dis, parce que justement, ce rapport à la justice par rapport aux femmes, alors que dans le premier, là, quand la femme se fait abuser, il y a toujours un côté des flics, come on, Buster, tu vois, des années 60 et machin, alors que je trouve que justement, dans celui de 91, le fait d'en avoir fait déjà une assistante qui travaille elle-même dans la justice, quand elle dit qu'elle veut pas avoir à parler devant tous les juges, à devoir donner en détail les... Elle veut pas porter plainte, Le fait qu'il l'ait violée, qu'il l'ait tabassée, qu'il machin, à se justifier. Qu'elle avait bu aussi, elle dit. Pourquoi j'étais habillée comme ça? Parce que j'avais bu. C'est horrible. Hein. Et que ses collègues se moquent d'elle derrière son dos. Ah, c'est atroce, ouais. Ah, putain. C'est marrant parce que, tu vois, dans le remake, il utilise pas sa famille comme un piège. Oui, dans le premier, c'est vraiment un appât, quoi. Tu te dis, putain, c'est chaud comme tu risques quand même ta femme et ta fille de 10 ans de se faire peut-être tuer, quoi. Ouais, c'est clair. Et elles ont beaucoup confiance en lui, hein. Il y a quand même ce truc aussi dans les fins des films, comme vous disiez. D'un côté, on a Gregory Peck qui va effectivement faire confiance à la justice. Il y a d'ailleurs un plan après ça, je crois, où on retrouve la famille sur un bateau. Je crois que c'est le dernier plan du film. Oui. Il permet quand même d'avoir une sorte de retour à la normale. Alors que chez Scorsese, on a ce moment où finalement Cady a disparu dans les eaux, etc. Et en fait, il n'y a pas de happy end. T'as Bowden déjà qui a les mains ensanglantées, qui essaye de se laver dans la boue, qui finalement ressemble à Cady. Enfin voilà, on a deux personnages qui sont devenus presque les mêmes. Et il va retrouver sa famille. Ils sont tous dans la boue, ils sont complètement traumatisés. La musique repart, la caméra s'éloigne. Enfin, on est sur un truc, vous avez subi le châtiment de plein fouet. Point. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on parle un peu de la mise en scène du coup? Oui. Pour resituer les choses, juste en 62, Jackie Thompson, c'est un solide artisan de Hollywood. On a le droit quand même à un beau film en noir et blanc avec des contrastes très marqués. Et on a un film qui, pour moi, va beaucoup plus dans le suspense. Il se pose vraiment comme un thriller. Ouais. On peut même parfois penser clairement à Fritz Lang, à Hitchcock, même à Jacques Tourneur. Il y a plein de dialogues qui sont très bien écrits. Oui, clairement. J'ai vraiment ressenti le film en noir et blanc. Quand la femme se réveille et qu'il n'y a personne, qu'il n'est pas dans son lit parce qu'il allait voir les flics dehors, que sa fille n'est pas dans son lit. À un moment, tu as un plan où elle rentre dans un endroit, elle est constamment en contre-champ, elle est toute en noir, derrière super bien éclairée. Elle ouvre et elle a peur parce qu'elle voit l'espèce de petit chapeau Panama. Elle croit que c'est Michou, mais en fait, c'est juste un chapeau Panama sur un porte-chapeau. Et là, j'ai vraiment ressenti, c'est un film en noir et blanc de son époque, d'un réalisateur qui a déjà fait ses armes. Quoi. Moi, là où ça m'a le plus frappé, c'est quand ils sont dans la jungle, près du bateau. C'est que en gros plan et c'est les visages au niveau des yeux qui sont éclairés. Enfin, ça n'existe pas. Comment dire, une lumière comme ça. Et ça fait très expressionniste, mais je trouvais ça chouette. Enfin, tu te dis, waouh, tu peux voir ça que dans un film en noir et blanc. Et même si on ne croit pas à la lumière, ça reste super beau, quoi. Et bah, tu vois, encore une fois, très évocateur de La Nuit du Chasseur, quoi. Oui, totalement. Qui finit dans les marais aussi, en cours, avec des gros plans sur les yeux de Michou. Mais... Ouais, mais ça reste un beau film, l'original, je trouve. Ouais, il est magnifique. Il y a quand même un sens du cadrage et de la lumière et tout qui est quand même assez chouette. Mais aussi cette façon de faire vraiment les deux finaux différemment, où t'as Robert Mitchum qui est très en espèce de félin dans la jungle, torse nu, qui est très silencieux. Toute cette séquence d'ailleurs extrêmement silencieuse, alors que dans le remake, c'est orchestral, ça pète dans tous les sens, ça déchaîne. De Niro, mais qu'en fait des
yes. Ouais, Quand il est dans l'eau là, après s'être pris le rocher dans la gueule où il commence à chanter Ah en oui. s'enlevant. Ah oui. Ok. C'est ça que je trouve assez fabuleux, ce final. Je me souviens, moi j'avais vu le film il y a très longtemps et je pense que je l'avais pas forcément très bien compris. Et en le revoyant des années plus tard, je comprenais mieux le truc en fait. Je me dis mais en fait on est vraiment face à cette espèce de monstre qui est venu poser son châtiment sur Bowden. À la fin, Bowden il loupe, je crois, il essaye de lui balancer une pierre sur le crâne et De Niro est emporté. Et effectivement, il va balancer des espèces de bourborings là où on comprend rien, des trucs un peu mystiques. Avant de disparaître tout doucement dans l'eau comme ça en le regardant. Ah, c'est ça, génial, hein. Comme une figure horrifique. Voilà, et là t'as un truc avec cet échange de regards des deux hommes qui sont devenus des monstres, et lui disparaît, alors qu'un homme qui meurt, et qui meurt en plus quand il coule, il va se débattre, il va crier, il va essayer de s'en sortir. Non, lui, c'est littéralement un monstre qui est venu poser son châtiment, et qui va disparaître à un moment dans le néant, et c'est tout. C'est comme un Terminator qui bug à la fin, tu vois, et qui disparaît. Oui, ça me faisait penser à ça. Bien sûr, ouais. Moi, ça me faisait penser à Chucky. Chucky. Je dis mais il est increvable ce con là. Il y a un côté massacre aussi. Ça fait plus vision cauchemardesque. Ah bah ça fait rêve de fièvre en fait parfois, tu vois. Ouais, exactement. Bah même trouble, hein, le générique c'est quand même de l'eau en fait qui est complètement trouble, sur laquelle on a du mal à voir ce qui se passe. Enfin il y a un reflet de quelque chose mais tu comprends pas donc. Oui. À noter aussi, on l'a évoqué très brièvement, mais que donc Scorsese réutilise les acteurs du film original. Et alors il les inverse. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est assez top. Mitchum va jouer l'avocat de Sam Bowden qui va le conseiller sur l'affaire. Gregory Peck va jouer l'avocat de Max Cady, donc de Niro. Ah, c'était Gregory Peck. J'avais pas capté. Eh oui, c'est Gregory Peck qui joue un avocat complètement illuminé, qui se met à citer des passages de religion ou je sais plus quoi. Ah, mais vraiment l'avocat sudiste. Et c'est assez drôle. Je crois qu'il a qu'une scène. Hein. Ah oui, il a qu'une scène, mais jusque dans le costume blanc, j'ai vraiment cette vision un peu caricaturale de l'avocat. Ouais, mais attends, il a même repris à peu près le même costume que Mitchum dans le premier. Ah oui, c'est vrai qu'il est en clair. Ouais, t'as raison. En fait, ils sont toujours en opposition noir et blanc. Et puis on retrouve aussi Martin Balsam qui jouait le flic dans l'original et il joue le juré. Ouais. Oui, qu'on a vu dans 12 hommes en colère. Oui, exactement. Ah, mais oui. Quand même, Nick Nolte, il n'a pas une tête qui inspire la confiance quand tu Nick Nolte, non, je suis un peu surprise par le choix. Moi, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Le rôle est un peu casse-gueule, quoi. Il faut avoir cette ambiguïté, le côté, la lâcheté, tout ça, enfin tout ce qu'on a dit sur le personnage. Et je trouve que c'est pas si mal, quoi. Ouais, mais tu vois, quand je repense au film, je pense tout de suite à De Niro. Et je repense plus trop à lui. Oui, mais de même qu'on peut préférer en termes de personnage dans l'original Max Cady Mitchum face à Gregory Peck qui est très bien mais qui a un personnage qui est plus lisse. Ouais, un peu trop. Ouais, oui, c'est vrai. Un peu trop chiant. Ouais. Il y a le score de Bernard Herrmann qui est fabuleux. Incroyable. Compositeur qui a fait énormément d'Hitchcock mais aussi la musique de Citizen Kane ou même du De Palma. Je vais dire, c'est très drôle parce que je me disais que je connaissais cette musique. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a tout un épisode de Simpsons qui parodie. Oui, j'ai vu, ouais. Avec Sideshow Bob qui veut tuer Bart. Ah oui, effectivement, t'as raison. La musique de Bernard Herrmann, je trouve, rajoute énormément au film. Même s'il utilisait à outrance dans celle de Scorsese. Ouais, mais alors là, Scorsese, justement, il fait aussi beaucoup un travail de relecture. Oui. Il est vraiment dans la citation. Tu vois, il réorchestre la musique de Bernard Herrmann, alors avec Elmer Bernstein. Il fait un vrai remake, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et vraiment, il met ses obsessions et tout, il refait tout, il y va avec tous ses effets comme un bourrin, il triture l'image dans tous les sens, il utilise les images en négatif, il met des filtres de couleurs. Ouais, j'étais surpris, ça. Oui, moi aussi, franchement. Ouais, il est à la fois dans un format de série B, un peu grotesque. D'ailleurs, il y a plein de choses qui sonnent faux, je trouve. Même le final sur la rivière, à un moment, il y a presque pas de doute. Oui, c'est des maquettes. Oui. Le ciel est faux. Les matte painting en ciel et tout ça, c'est... C'est outrancier, c'est ultra théâtral. Mais du coup, c'est vraiment un pur travail de citation où Scorsese s'approprie plein de choses du cinéma que lui aime. Il tire quand même plus le truc vers le film d'horreur, je trouve. Ah oui, clairement. Mais t'avais raison, parce que tout à l'heure, Hugo, tu disais, je pense que De Niro, il s'est fait plaisir, mais Scorsese aussi, enfin, ils se sont bien trouvés tous les deux. Chacun a pu faire vraiment son kiff, quoi. Oui. Pas une adaptation du bouquin, mais vraiment une réadaptation du film. Et c'est assez rare, en fait, de voir ça. Ouais. Et je trouve ça très cool d'avoir autant respecté la première œuvre et d'avoir juste décidé de mettre sa patte, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui fait d'ailleurs une transition vers la série lancée par Apple TV, puisque là aussi, il fallait un Max Cady très fort, et Apple TV a engagé Javier Bardem. Ah, meilleur choix possible, je trouve. Ça oui. Ouais, le choix est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si vous avez pu voir un petit peu les épisodes, moi j'en ai vu 4, je vais pas spoiler. Hein. J'ai vu le pilote et un bout du deuxième. Ouais. Le deuxième, ok. Hugo et Elise, vous avez pas vu du tout la série? Non. D'accord. Non, mais par contre, j'ai vu beaucoup de bandes annonces. Oui, les bandes annonces, ça a été pas mal. Ouais. Le marketing marche bien. Let me ask you a question. What is your worst fear?
Max Cady was released from prison. What does that have to do with us? He's been locked up for 17 years for a murder he didn't do. You were his lawyer, right? I had a good life once, too. Are you afraid of me? Why would I be afraid of you? Petit fait intéressant quand même, c'est que la série est produite par Scorsese et Spielberg. Oui. D'ailleurs, le générique le stipule clairement, je crois, où c'est marqué à un moment, inspiré par les films de l'époque. Le score de Bernard Herrmann est réutilisé comme générique, donc la boucle est bouclée. Et les enjeux sont un petit peu déplacés dans cette série-là, puisque le coupable de l'emprisonnement de Cady, ce ne sera plus l'un ou l'autre, mais c'est le couple lui-même, Bowden, qui est incarné par Amy Adams, qui était son ancienne avocate, et Patrick Wilson, qui a été le procureur qui l'a condamné. Amy Adams, d'ailleurs, je crois, est coproductrice aussi de la série. Okay. Et donc, apparemment, ce couple entretenait une liaison pendant l'affaire. Aïe, aïe, aïe. Et donc, voilà, donc Cady, joué par Javier Bardem, va revenir les emmerder. Mais là, du coup, je trouve que le duel est plus avec la femme, quoi. On met beaucoup plus le personnage féminin en avant. C'est le premier truc, je trouve, notable. C'est ce que j'avais entendu parler. Ouais, pour l'instant, ça semble être le cas, ouais. Même si, voilà, pour avoir vu un peu plus d'épisodes, je vais pas m'étendre trop, mais il y a un peu plus d'ambiguïté. D'accord. On sent que la série va travailler le temps long, va étirer un peu les choses, le motif de l'infiltration psychologique et être un peu plus fin. Peut-être pas pour le meilleur, je vais pas me prononcer dessus parce que j'ai pas vu l'intégralité. Okay. Je suis curieux de voir où ça va. Moi, pour l'instant, j'ai eu l'impression que le personnage de Max Cady, du coup, il perdait un petit peu au change, parce que même s'il y a Bardem qui est là et qui bouffe le rôle, pour l'instant, je m'interroge encore sur son écriture, mais voilà. Ouais. Je serais curieux de voir le final avec Javier Bardem, en fait, de comment ils vont le faire. Oui. Évidemment. Où est-ce que va aller la série, en fait? Est-ce qu'elle va s'arrêter finalement comme les films ou c'est une bonne question. C'est marrant, j'ai trouvé un truc en lisant un article que j'ai trouvé une formule intéressante où il disait en 62, on avait peur du criminel. En 91, on se demandait si on lui ressemblait pas un peu. Et en 2026, on regarde le criminel comme un personnage aussi fascinant que terrifiant. Ah ouais, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant parce que là aussi, je spoil un micro truc, mais vraiment, c'est rien du tout. Il y a une équipe de télé qui va suivre Max Cady, puisque comme il sort et qu'il se dit victime d'une injustice et qu'il va se faire dédommager en partie, il y a une équipe télé. Donc il y a vraiment un effet true crime où on va chercher ce personnage, filmons son quotidien, etc. Oui, puis le fait d'encenser à fond les serial killers, d'en faire des séries ou des expositions, je ne sais quoi. Des documentaires Netflix et tout. Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est ça, on les regarde avec fascination, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez une petite conclusion à faire là-dessus, une préférence? En fait, en regardant les deux films de mon côté, j'ai préféré le premier. J'étais sûre. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu mon appréhension par rapport aux vieux films noir et blanc américains où j'ai quand même un gros faible. Peut-être le côté guignolasse au début m'avait pas trop parlé du film de Scorsese, mais en parlant avec vous, je découvre un peu vraiment des bons côtés à la version de Scorsese qui élève un peu plus le débat que la première version qui est au final quand même assez basique dans l'approche du côté antagoniste, protagoniste. Et au final, je pense que je préfère la version de Scorsese. Oh. Attends, tu veux dire que t'as changé d'avis là pendant qu'on se parlait? Mais il fait tout le temps ça, Hugo. Ouais, là pendant le podcast, ouais. Ça veut dire que comme quoi, on en parle bien et c'est intéressant d'en parler. Ou alors que j'ai pas d'opinion. Bah non. Et tu sais, je te rejoins parce que quand j'ai regardé l'original, je me suis dit putain, on peut pas faire mieux que ça. Parce que j'ai adoré l'original. Je le trouvais incroyable, mais par contre, le défaut que je trouvais, mais parce que aussi, on vit pas dans la même époque, c'était un peu trop lisse d'un point de vue justice. C'est-à-dire, il y a le bien et le mal, on va pas questionner, alors qu'on sait très bien que c'est pas tout blanc, tout noir, et que je trouvais que c'est dommage de pas aller creuser un peu plus sur l'ambiguïté des personnages, ce que Scorsese a fait très bien. Donc, c'est pour ça qu'après... même si je trouve que les deux sont très bien, mais vraiment j'ai une préférence aussi sur celui de Scorsese et bon... Moi, je suis plutôt d'accord avec vous aussi. J'aime beaucoup le premier parce que je trouve que le côté suspense, il fonctionne super bien. La musique est cool, ça nous embarque vraiment. C'est élégant aussi, c'est vrai que c'est un beau noir et blanc. Le fait qu'il n'y ait pas trop de violence visuelle, ça m'a pas dérangé parce que je trouve qu'on sent quand même vraiment bien le danger du personnage de Cady. Et comme vous, le côté un peu manichéen du film, c'est la principale faiblesse, je trouve, du film. Après, le remake, j'aime bien justement le fait que ce soit complexifié au niveau du récit. Mais par contre, le côté too much de la réal et du jeu de De Niro, je sais pas, ça m'a un peu sorti du film. Alors après, ça fonctionne, c'est vrai qu'il est quand même terrifiant, De Niro, mais j'ai un peu de mal à prendre ma décision. C'est pour ça que je m'étais noté, est-ce que la série serait pas un bon compromis? Parce qu'au final, je pense que tu vas avoir du suspense,
visuellement, ils sont partis un peu, d'ailleurs le tout début du pilote, il y a aussi un truc un peu en négatif et on voit la famille qui se baigne dans la piscine et la piscine est rouge, comme s'ils se baignaient dans du sang. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc je me dis, pourquoi pas s'ils sont vraiment dans l'inspiration et le respect des films d'avant, tout en ajoutant des choses beaucoup plus modernes et en étant un peu moins too much que le Scorsese, je me suis dit, pourquoi pas. Donc je ne vais pas prendre de décision, voilà. Ah bah d'accord, ok. Je te comprends parce que je suis un peu pareil. Enfin, j'aime beaucoup les deux déjà, mais pas pour les mêmes raisons. La facture très classique et en même temps bien mise en scène, qui fait monter sa tension, son suspense, ça marche hyper bien dans l'original. Puis il y a Mitchum que je trouve fascinant, moi, dans tous ses rôles. Et en même temps, le remake de Scorsese, voilà, on l'a dit, il se contente pas de faire une commande, il y injecte toutes ses obsessions, toute l'ambiguïté qui manquait à l'original. Et les acteurs sont quand même très très bons. Bah ouais. Donc d'instinct, j'aurais peut-être une petite préférence pour le Scorsese, mais voilà, j'ai pas du tout envie de désavouer pour autant l'original. La série, elle reste à voir jusqu'au bout pour vraiment avoir un avis définitif. C'est intéressant d'avoir un peu tous ces trois projets autour d'une même histoire. Ouais, c'est ça, parce que là même en ayant vu les deux films coup sur coup, j'ai quand même pris plaisir à regarder la série, justement, j'avais envie de voir quoi. Et d'ailleurs, merci d'avoir choisi ce film, parce que moi je connaissais pas, parce que je m'étais juste basée sur l'affiche du remake, et l'affiche, je la trouvais atroce. Oui. Et j'avais l'impression que c'était un film un peu survolté, je sais pas, je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc, nerf à vif. Ça me fatiguait d'avance et donc j'ai toujours refusé de le voir. Et au final, c'est un super film, donc merci d'avoir fait un épisode dessus, ce qui m'a forcé à aller voir. C'est marrant parce que la première fois que je l'ai vu, je pense que j'avais autour d'une vingtaine d'années, et c'est justement l'affiche qui m'a attiré, mais je suis d'accord avec toi, elle est moche cette affiche, mais elle m'a attiré parce que justement, elle était hideuse, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc avec un De Niro qui a l'air monstrueux. J'y suis allé pour ça aussi, de me dire, bon, il y a quand même des gros noms derrière tout ça, intéressons-nous. Ça a le mérite d'attirer l'œil et de te poser la question de qu'est-ce que c'est. C'est tout bête, mais c'est un truc parfois qu'on oublie trop aujourd'hui. Même les affiches de films, c'est devenu très très générique. Oui, les affiches, c'est vrai. Et voilà, les pyramides de tête, on connaît les formules. Toujours la même chose. C'est dommage qu'il y en ait de moins en moins qui viennent nous intriguer comme ça, nous saisir. C'est trop dommage, ouais. Bon, eh bien merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à réagir, à parler, à noter le podcast. Ça nous fera toujours très plaisir. Et on se revoit très bientôt. Salut. 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 Salut, bisous.